Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle review sur la chaîne des rebuts du catch. On se retrouve aujourd'hui pour la review de All Against Odds de Impact Wrestling. C'était un show Impact Plus. Donc pour ceux qui ne savent pas, les shows Impact Plus, ce n'est pas totalement des pay-per-view. C'est des événements exceptionnels, voilà, hein, tout simplement. Ce n'est ni des weekly, ni des pay-per-view. C'est des événements un peu plus particuliers qui se veut avoir des plus belles affiches que lors des weekly, mais qui en même temps c'est pas au point de shows comme Hard to Kill ou encore Slammiversary ou Bound for Glory pour Impact. Donc voilà, comme j'avais dit la dernière fois, je voulais parler de tous les pay-per-view de Impact et donc c'est parti pour la review de All Against Odds pour ce show Impact Plus. On commence tout de suite avec le premier match et le show a commencé avec un street fight. C'était les Good Brothers contre Tommy Dreamer et Sami Callihan. Donc on commence tout de suite avec voilà l'histoire principale de Impact actuellement, à savoir le roster d'Impact contre l'élite, hein, voilà, c'est clairement ça, c'est pas All Elite contre Impact, c'est plutôt l'élite contre tout le monde, hein. J'ai envie de vous dire que ça soit chez All Elite ou chez Impact, c'est un peu la même histoire. Et donc le match c'est un street fight, donc franchement c'est pas étonnant, on savait ce qu'on allait voir, hein, clairement. L'info importante, c'était tout simplement parce qu'ils avaient annoncé que Callihan, quoi qu'il arrive, allait affronter le prochain, celui qui allait être champion à la fin de cette soirée, lors de Slammiversary, donc l'un des plus gros shows de Impact. Ça sera le samedi 17 juillet avec le retour du public. Et donc voilà, donc c'était la grosse info à savoir avant de commencer ce show-là. Et donc Sami Callihan et Tommy Dreamer contre les Good Brothers, c'est du ultra classique de Street Fight. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Je vais pas y passer 15 ans, hein, de toute façon, parce que franchement, voilà, c'est ultra classique, c'est pas mal, c'est sympa. Le gros spot, le gros spot, on va dire, si on peut appeler ça un gros spot. C'est un Magic Killers des Good Brothers sur Tommy Dreamers, sur une table. À la fin, il y a une intervention de Callihan. Retour de Sami Callihan avec sa batte de baseball. Il y a un coup de batte dans la face de Callihan, donc sur Karl Anderson, pour la victoire. Voilà, victoire de Callihan et Tommy Dreamer. Bon, à partir de là, quand j'ai vu le show, j'étais pas du tout spoil, hein, je savais pas qu'est-ce qui allait arriver par la suite. Et clairement, je trouve que d'entrée de jeu, tu fais gagner Sami Callihan. Contre les Good Brothers, donc contre l'élite. Tu sais que Sami Callihan va affronter celui qui sera champion à la fin de cette soirée, le 17 juillet. Ça te spoil. Clairement, ça te spoil. tu t'en doutes qu'ils vont pas faire gagner Moose parce que voilà quoi, ça ferait pas trop de sens que Callihan va affronter Moose. Voilà, après la victoire de Callihan sur les Good Brothers, quoi. Donc moi personnellement, j'aurais pas fait gagner Callihan, j'aurais plutôt fait perdre Tommy Dreamer. En vrai, Tommy Dreamer, c'est pas très grave s'il perd, tu vois, c'est Dreamer, quoi. Bon, il a 50 piges, il est fatigué, il se déplace un peu avec des difficultés. Et donc là, voilà, si tu faisais gagner les Good Brothers sur Tommy Dreamer, limite avec un beatdown ou un truc derrière avec Callihan qui revient histoire de rester fort quand même, tu vois. Mais au moins ça t'enlèverait un peu le manque de suspense, déjà qu'il n'y avait pas non plus 15 000 suspens sur le main event entre Kenny Omega et Moose. Et là, le fait que d'entrée de jeu Callihan gagne contre les Good Brothers, clairement je me suis dit bah oui, de toute façon Callihan s'était fait attaquer lors du dernier pay-per-view par les Good Brothers, donc c'est un peu ça qui a amené ce match là d'ailleurs. Et donc derrière, voilà, ça continue là-dessus, donc la logique des choses veut que Callihan va affronter Kenny Omega le 17 juillet, mais ça on y reviendra un peu plus tard si c'est le cas ou pas, hein, peut-être, on sait jamais. Mais bon voilà, c'était un match qui était sympa. Ça se met voilà, ça te met un peu dans l'ambiance. C'est pas trop long, c'est plutôt bien rythmé, mais bon, c'est pas incroyable. C'est 2,5 sur 5 pour moi, c'est la moyenne, c'est sympa, ça passe. Le match d'après, c'était un match que j'attendais plutôt pas mal parce que c'est deux catcheurs que j'aimais bien, deux catcheurs que j'ai connus au Japon parce que tout simplement c'était Joe Doering contre Satoshi Kojima. Joe Doering qui fait partie de la faction de Eric Young, Violence by Design, donc voilà, avec Dinner et Rhino. J'y reviendrai un peu sur cette faction un peu plus tard. Et là, cette fois-ci, il faisait face à Satoshi Kojima. Pourquoi je dis que c'était deux catcheurs que j'ai connus au Japon? Parce que tout simplement Satoshi Kojima, représentant de New Japan Pro Wrestling, du côté de chez Impact, hein, on sait qu'il y a un partenariat, il y a des catcheurs qui sont partis. La dernière fois c'était El Fantasmo, il y a eu Finjuice, là c'était Satoshi Kojima. Donc voilà, Satoshi Kojima, catcheur de New Japan, plusieurs fois champion à IWGP, etc., etc. Et face à lui, il avait Joe Doering, qui lui aussi a également une
eu une bonne carrière du côté du Japon, mais lui plus du côté de All Japan Pro Wrestling. Il a été champion au Triple Crown, donc voilà. Et à savoir aussi que Kojima a également été déjà champion de Triple Crown. Donc on avait là un match de champion de All Japan, d'ancien champion de All Japan. Donc voilà, c'est sur le papier, ça donne envie. Bon, les mecs entre temps ils ont un peu vieilli quoi. Satoshi Kojima c'était début 2000. Puis bon, The Ring, ça reste un bon catcheur. Il n'y a pas si longtemps que ça. Son règne de champion, je crois que ça doit être 2017, 18, quelque chose comme ça pour Joe The Ring. Mais voilà, c'était un match que j'attendais un peu voir qu'est-ce que ça allait donner. Mais j'étais pas non plus là à me dire on va avoir un 5 étoiles quoi. Donc voilà. Le match est assez classique dans une première partie de combat où on a un test de force des deux catcheurs, tout simplement avec derrière une domination de The Ring. Donc c'est du grand classique. Il y a le retour de Kojima avec ses machine guns, Chop, voilà, de l'habituel pour du côté de Satoshi Kojima. Il y a un elbow de la troisième corde, toujours très cool. Voilà, Kojima, c'est plus un grand catcheur, on va dire, mais ça reste un catcheur vraiment agréable à regarder, quoi. Voilà, franchement. The Ring revient dans le combat avec un Spinebuster. Il y a Kojima qui revient rapidement pour porter un DDT, mais là il y a un gros near fall de The Ring. Enfin, voilà, c'est un match qui est assez vivant. Derrière il y a un double crossbody où les deux hommes sont un peu KO. Near fall de Kojima parce qu'en tombant sur le crossbody, The Ring retombe sur Kojima. Il y a le tombé, mais c'est un near fall. Derrière il y a un Death Valley Driver plus une clothesline de The Ring, à nouveau near fall. Donc voilà, on protège quand même bien Kojima, hein, on le fait pas perdre bêtement. Derrière il y a un Spinning Powerbomb, un gros powerbomb bien violent, c'était plutôt cool de la part de The Ring pour la victoire. Cette fois-ci de The Ring. Et donc voilà, donc fin du match, un match qui était clairement là pour mettre en avant Joe The Ring. Et qui, voilà, Kojima était là pour mettre over son adversaire. Et ça a fait clairement le travail que c'était fait pour, quoi. Donc voilà, c'était un match sympa. Pas extraordinaire non plus, hein, voilà, c'est très classique dans l'ensemble. Mais ça reste un bon match, j'ai mis 3 sur 5. Voilà, c'est un match qui était plutôt cool. On enchaîne avec la suite de la carte. Et cette fois-ci, c'était un match pour être #1 contender pour le titre X Division. C'était Pete Williams, Trey Miguel, Ace Austin, Chris Bay et Rohit Raju. Un match, voilà, qu'on a l'habitude de voir, hein, souvent les matchs à plusieurs de la X Division, des matchs où c'est des spot fest, hein, tout simplement. Et là, encore une fois, c'était le cas. Tout le monde a son spot à un moment où il enchaîne plusieurs prises, etc. J'aime beaucoup le travail de Rohit Raju dans ce match-là qui permet de ralentir un peu le rythme avec de la hit, etc. Mais ça passe très bien. Trey Miguel ressemble de plus en plus à Ricochet, je trouve. Que ça soit physiquement ou dans ses mouvements, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances. Donc voilà, Ace Austin est toujours aussi bon. Pete Williams fait un beau Canadian Destroyer de la troisième corde. Donc voilà, des gros spots, c'est plutôt cool. La fin du combat, c'est Matt Fulton qui revient, je crois, chez Impact. Je crois qu'il était absent suite à une blessure ou quelque chose comme ça. Je vous avoue, j'ai pas suivi les weekly, hein, je les suis d'un peu loin. Et donc bref, en tout cas, Matt Fulton revient, voilà. Lui qui ne devait pas être là. Il revient dans le combat, chez Impact, il arrive et puis il casse la gueule à tout le monde, voilà, il détruit un peu tout le monde. Et là, l'arbitre, il met, après avoir cassé la gueule à tout le monde, Matt Fulton, il met Ace Austin sur je sais plus quel adversaire. Et là, l'arbitre dit non, je compte pas, c'est un no contest. Donc voilà. Fin de match, pas de vainqueur dans ce combat, donc pas de #1 contender pour le titre de Josh Alexander. Mais on a eu quand même un match plutôt sympa, hein, un bon spot fest, bien rythmé, toujours dans l'habitude des matchs X Division du côté de chez Impact Wrestling. J'ai mis 3,5 sur 5. Voilà, en casquette, hein, bien entendu, rien d'incroyable, mais voilà, la fin fait que tu peux pas mettre beaucoup plus que 3,5, hein, pour être honnête, mais ça reste un bon match dans la moyenne et dans l'habitude de la X Division. Donc pour le moment, aucune surprise dans ce show, mais ça reste plutôt sympa. Le match d'après, c'était un match entre W. Morrissey contre Rich Swann. Voilà, c'était une rivalité qui avait continué, on va dire, suite au match qu'il y avait eu entre W. Morrissey
Morrissey et puis Willie Mack, où Rich Swann était intervenu à la fin. Voilà, on sentait qu'ils allaient partir vers un programme pour continuer à construire un peu W. Morrissey du côté de chez Impact Wrestling. Et quoi de mieux que de le mettre face à l'ancien champion de Impact, à savoir Rich Swann. Donc voilà, donc c'était un face-à-face où il y avait de la différence de gabarit et de style de combat. Hein, donc on s'en doutait clairement comment ça allait se passer ce combat. Hein, voilà, au début, je vous dis ce que je pensais, mais ça s'est passé comme ça. Hein. Rich Swann est arrivé, a commencé à dominer son adversaire grâce à sa vitesse, à ses prises de hat fly, sa rage, son envie de vaincre, etc. Puis à un moment, Big Cass a utilisé sa force pour prendre l'avantage. C'est ce qui s'est passé, voilà, Big Boot en l'air, je crois, ou quelque chose comme ça, pour prendre l'avantage. Derrière, il fait une hit qui est pas si dégueulasse comme ça. Je trouve que dans le style Big Guy, Big Cass, je dis Big Cass, mais bon, voilà, c'est W. Morrissey, mais je mets Big Cass par défaut à chaque fois. Mais W. Morrissey, je trouve qu'il s'améliore. Je l'ai préféré dans ce match-là que dans le match que je l'avais vu contre Willie Mack. Je l'ai trouvé plutôt cool. Voilà, assez agressif. Il appelle le Stone Cold un peu hein, comment dire, le tueur à gages au sang-froid. Hein, voilà, c'est un peu ça sa gimmick. C'est un peu ça ce qu'il fait. Et c'est plutôt cool. C'est pas incroyable. Hein, c'est pas c'est pas la grande hit. Mais en vrai, ça passe. Je trouve c'est impactant. Il domine. Il est présent, il a un certain charisme. Bon voilà, je suis pas non plus un grand fan, hein, et on n'oublie pas que c'est un gros connard dans la vraie vie. Mais si on parle du personnage, je trouve que W. Morrissey, en vrai, c'est loin d'être le pire des big guys qu'on a vu dans le monde du catch. Et en vrai, ça passe. Après, voilà, il a l'avantage d'être face à un Rich Swann qui est un très bon seller, qui vend bien et qui, voilà, il arrive à donner envie qu'on s'intéresse à ce match-là parce qu'on a envie de voir quand même Rich Swann revenir dans ce combat, et il revient grâce à son courage et à son envie de vaincre, etc. etc. On est clairement dans le format David contre Goliath, hein, bien entendu. Il y a un 450 de Lebron vers l'extérieur du ring. C'était pas ouf, pas bien exécuté pour le coup, mais il y a un nouveau 450 cette fois-ci dans le ring qui est là et parfaitement exécuté pour le coup par Rich Swann. Il y a un nearfall de Morrissey, un Phoenix Splash de Rich Swann qui enchaîne derrière après le 450, il fait un Phoenix Splash. Là c'est No Cell de Morrissey, voilà, qui je sais pas pourquoi il vend pas, il se relève direct. F5 de Morrissey, il y a un chokeslam contré. Tentative de handspring de Swann. Donc le handspring c'est quand il part dans les cordes et puis il fait la roue un peu dans les cordes pour revenir en elbow. Souvent, hein, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et là, Morrissey l'accueille avec un gros big boot dans le dos. C'est plutôt cool. Derrière, il y a deux grosses powerbombs par Morrissey, mais il veut pas faire le tomber. Il dit à l'arbitre, ah il est KO, c'est la fin du match et tout. L'arbitre lui dit, bah non, c'est pas comme ça qu'on gagne. Il faut que tu fasses le tomber. Il enchaîne avec un troisième powerbomb pour la victoire de Morrissey. Bah, j'ai trouvé que c'était loin d'être catastrophique. Franchement, j'ai trouvé le match plutôt sympa. Je trouve que Morrissey, comme je l'ai dit plus tôt, il joue bien son rôle. C'était pas incroyable, mais je trouve que dans la mid-card, ça le fait. Ils construisent petit à petit Morrissey. Je trouve pas ça dégueulasse. Rich Swann qui perd, bon voilà, c'est un ancien champion, mais de toute façon il aurait jamais dû être champion Impact. Il a pas le gabarit, je trouve, pour être un bon champion Impact, champion du monde, tu vois. C'est un bon champion X-Division, bon champion tag team et tout, mais pour lui donner les rênes de la compagnie, c'était clairement pas le bon choix. Je pense qu'ils s'en sont rendus compte quand ils l'ont vu face à Omega. Mais voilà, mais le match en lui-même est cool. Il m'intéresse, je trouve qu'il m'intéresse. Le Violent Bad Design là c'est plutôt sympa. Je mets un petit 3,25 sur 5 sur ce match. Voilà, ça reste plutôt cool. On enchaîne avec un autre match féminin. Cette fois-ci c'était Tenille Dashwood contre Jordynne Grace. Donc voilà, donc c'était un match un peu de mid-card féminin. Parce que voilà, il y a eu la perte de titre de Jordynne Grace et Rachel Ellering pour les titres Knockouts Tag Team. Et donc ils ont enchaîné là-dessus avec des Tenille Dashwood. C'est un match qui est plutôt sympa, c'est un bon match. Je vais pas m'attarder trop dessus parce que voilà, il y a quand même beaucoup de choses à dire derrière quand même. Mais ça reste qu'un match plutôt cool. Jordynne Grace utilise sa force. Tenille Dashwood reprend l'avantage derrière avec une tricherie, avec une intervention de Caleb. Voilà son manager. Rien d'exceptionnel, franchement. Il y a la deuxième partie du combat, c'est du 50-50. Voilà, c'est plutôt cool. Là où il y a vraiment le gros point à dire, c'est à un moment, il y a un sleeper hold de Jordynne
Grace, il y a une intervention de Caleb qui se met sur l'apron. Et là, on a Rachel Ellering qui arrive et qui vire voilà, Caleb de l'apron à lui faire un tackle dans la jambe. Du coup, il tombe. Et derrière, il y a Jordynne Grace qui dit à Rachel Ellering, non, n'interviens pas, j'ai pas besoin de toi, je peux gagner toute seule, etc., etc. Bien entendu, elle se fait surprendre, elle se prend un petit tombé pour la victoire de Tenille Dashwood. Donc voilà, j'ai mis un bon 3,5. C'est un bon match, c'est bien exécuté, c'est un bon match féminin. Jordynne Grace est toujours fantastique, je trouve. Et puis Tenille Dashwood, elle se démerde bien dans ce personnage de heel. J'aime pas trop Caleb, mais je trouve que dans ce rôle de heel, elle est plutôt forte. Voilà, tu fais perdre Jordynne Grace pour amener sûrement vers une séparation de cette équipe qui est, comment dire, Rachel Ellering et Jordynne Grace. Voilà, il part un peu là-dessus. On sent une Jordynne Grace qu'on a un peu marre de perdre. Voilà, elle est un peu losing streak, c'est elle qui avait perdu pour les titres par équipe. Là, elle perd encore, etc. Donc voilà, donc on sent qu'elle est un peu agacée, qu'elle commence à s'agacer face à Rachel Ellering. Donc voilà, ça sera à suivre, c'est plutôt sympa, c'est un bon match féminin. 3,5 sur 5 en casquette, toujours bien entendu. On enchaîne avec les matchs par équipe tag team Knockouts, c'était pour les titres féminins par équipe. Fire and Flava, Kiera Hogan et Tasha Steelz contre Suzanne et Kimberly. Victoire de Tasha Steelz, je n'ai pas vu le combat, j'en avais rien à branler et j'avais pas envie de le voir. Suzanne, elle a pas de tenue, tant qu'elle aura pas de tenue et je regarderai pas ses combats, ça ne m'intéresse pas. Kimberly, j'ai pas envie de la regarder, ça m'intéresse pas non plus. Et Fire and Flava, elles sont trop green, ça m'intéresse pas donc j'ai passé. Voilà, peut-être que le match était bon, mais en tout cas j'avais pas envie de le voir, je vous le dis, je regarde ce qui m'intéresse un peu. Je vais pas faire des reviews juste pour casser du truc sur une promotion quoi. Donc voilà, moi j'ai pas envie de voir ça, je regarde pas, on passe, on enchaîne. Voilà, j'ai pas regardé. Victoire de Fire and Flava qui garde leur titre. C'était pas très surprenant en même temps. On enchaîne avec les titres par équipe, cette fois-ci des hommes. C'était Dinner et Rhino de Violent by Design qui faisaient face à DK, Black Taurus et Crazy Steve. C'était un match qui était bon, mais surtout grâce à deux personnes. Parce que dans chaque équipe, il y a deux catcheurs qui travaillent. Enfin, on va dire qu'il y a 3 catcheurs qui travaillent et il y a un qui est totalement absent. Donc on a Eric Young qui est aux abords du ring et pendant tout le combat, dès que Dinner fait des prises, il dit non vas-y tu continues à être dans le ring, tu continues et du coup Dinner il fait pratiquement tout le match. Rhino ne fait pratiquement rien. Taurus et Crazy Steve c'est à peu près à égalité en point de vue présence dans le ring, mais voilà, pour moi Black Taurus crève l'écran, il est fantastique, c'est un gros gabarit luchador qui peut se permettre de faire des grosses prises puissance et en même temps il se permet de faire voilà, des prises de lucha libre et tout. C'est vraiment un super catcheur, c'est vraiment un très bon c'est un très bon catcheur pour Impact. Je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais j'espère qu'ils vont l'utiliser un peu plus haut dans la carte. Franchement j'aimerais bien, pourquoi pas, le voir titiller le titre X Division. Ouais, totalement, il a clairement le truc pour être X Division quoi. On a vu des champions comme Samoa Joe, tout ça, ça serait super bien. J'adorerais voir Black Taurus champion X Division personnellement. Mais bon, voilà, ils l'ont ramené dans DK, donc ils font bosser un peu là-dedans. Le match est cool, mais ouais, Rhino sert à rien, il fait rien Rhino. Si t'as pas envie de catcher, viens pas catcher Rhino, s'il te plaît quoi. Ça sert à rien. Dinner fait tout le combat quoi. Et je pense que c'était le booking, bien entendu. Moi je dis ça, mais bien sûr le booking pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont mis l'emphase sur Dinner en disant bon voilà, on a confiance en toi, à toi de nous prouver. Et j'ai l'impression qu'ils vont l'amener un peu plus haut que les tag teams quoi, Dinner. Je suis pas un grand fan, hein, je trouve pas qu'il est fantastique, mais bon ils ont l'air d'y croire parce que pour l'équipe des Heels, franchement Rhino il a pratiquement rien fait quoi. Puis bon, Rhino, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf, Rhino, quand même. Hein. Faut l'avouer. Mais bon, voilà. C'était défense de titre. Voilà, je retiens surtout la belle... Le beau catch de Black Taurus et puis la belle performance du coup de Dinner qui a fait le match à lui tout seul. Du côté des Heels, 3 sur 5 pour moi, voilà. On enchaîne avec l'avant-dernier match, c'était un match pour le titre Knockout, le titre féminin de Impact. C'était Deonna Purrazzo contre Rosemary, l'autre participante à la faction DK, hein. Voilà la catcheuse hein, de DK. Donc l'histoire un peu rapidement, c'est que Rosemary avait pin la championne dans un match à plusieurs, donc c'est une des raisons qu'elle avait eu droit à un match un match de championnat pour le titre Impact à All Against Olds. Et donc bon
bon voilà, le match commence rapidement avec une domination assez rapide et surprenante un peu de Rosemary qui s'agresse directement, violemment à son adversaire et à la championne. Juste pour info, Deonna Purrazzo, elle avait une tenue qui était... des fois elle a des tenues qui sont magnifiques et des fois elle a des tenues qui sont... C'est pas ouf quoi. Là elle avait une sorte de pantalon et en même temps elle était en slip. Un slip talon. C'était bizarre, c'était pas joli. Puis en plus dans un vert très brillant, très violent à l'œil. C'était pas joli. Voilà, des fois elle a des tenues magnifiques Deonna Purrazzo, mais là pour le coup ce soir c'était pas ouf. Donc voilà, mais bon c'est un petit détail, mais j'aime, voilà, moi les tenues m'importent beaucoup, donc j'avais besoin de le dire. Derrière on a donc après la domination de Rosemary, bien entendu, Rosemary domine Deonna, etc. Rosemary part d'une exploder souplex sur la rampe d'entrée, donc voilà, et puis derrière Deonna, bien entendu, revient avec son intelligence, une catcheur très intelligente dans le ring. J'adore Deonna Purrazzo, vraiment. Je trouve que c'est l'une des meilleures catcheuses aux États-Unis actuellement. Je dirais qu'elle est facile dans le top 5. C'est pas la meilleure, mais je pense qu'elle est dans le top 5 en vrai. Je pense qu'avec Jordynne Grace et Deonna Purrazzo, ils ont pratiquement les deux meilleures catcheuses américaines chez Impact. En vrai, c'est très costaud. Donc Deonna Purrazzo reprend le combat en s'attaquant à son adversaire au niveau du bras. Elle fait de la hit sur le bras, un gros travail sur le bras de Deonna Purrazzo, sur le bras de Rosemary. C'est très bien, c'est vraiment solide, hein. C'est très bien, c'est bien rythmé, c'est bien impactant. Ça fait vraiment legit, je trouve, les attaques qu'elle porte Deonna Purrazzo. Et Rosemary vend vraiment bien voilà, elle vend vraiment bien les coups. Donc c'est vraiment très plaisant. Il y a une double clothesline, bien entendu, un peu plus tard pour le retour et un peu le double count pour le double count, pardon, et le retour de Rosemary. Il y a, comme je l'ai dit, donc un bon selling de Rosemary qui porte une soumission. Elle porte une soumission, je sais plus ce que c'est un espèce de STF ou quelque chose comme ça. Et elle n'arrive pas à bien porter la prise parce qu'elle vend son bras. Donc elle porte la prise, puis elle fait aïe, j'ai mal. Et elle reprend, puis tu vois, tu sens qu'il n'y a pas toute la puissance de la prise habituelle qui est portée parce qu'on sent qu'elle a mal au bras. Donc ça, moi je trouve ça très bien. Moi ça me plaît. Il y a un Russian leg sweep plus un armbar. Donc à nouveau on reprend le bras du côté de Deonna Purrazzo. Mais voilà, Rosemary n'abandonne pas et elle arrive à prendre les cordes. Donc ça c'est plutôt cool pour Rosemary. Et vraiment un bon match bien solide. Deonna s'attaque dans un second temps à la jambe de son adversaire parce que Rosemary a une attelle au niveau de la jambe. Donc Deonna Purrazzo, elle voit que le bras ça passe pas, elle s'attaque à la jambe. Très intelligent. Elle s'attaque à la jambe, elle enlève la protection, elle commence à s'attaquer à la jambe, etc. Et là Rosemary claque un spear un peu surprenant qui sort un peu de nulle part, qui était vraiment très bien cool. Je me dis oh la surprise, et non, near fall. Donc voilà, derrière Rosemary porte une prise mais peut pas la porter parce que voilà, elle a mal à la jambe. Donc encore une fois, si vous suivez la chaîne des rebuts, vous le savez, j'adore ce genre de spot. Et donc elle porte en Fireman Carry, puis elle fait ah non ma jambe j'ai mal et tout. Très cool. Deonna enchaîne avec un pile driver pour la victoire. J'ai mis un bon 375. Pour moi l'un des meilleurs matchs de ce show sans aucun doute. Un match très intelligent, bien cool, bien worké, c'est physique, ça se met bien dans la gueule. J'étais vraiment pas loin du 4, hein, je vous le dis, j'étais vraiment pas loin. Mais voilà, un très bon match, une très belle victoire pour Deonna Purrazzo qui voilà, elle a vraiment un run de championne très solide. Donc voilà, c'est parfait, c'est vraiment très cool. J'ai peu de choses à rajouter en vrai sur ce combat. Donc voilà, un bon 375 casquette, c'est un bon match. Et on arrive donc au main event de cette soirée. C'était Kenny Omega contre Moose pour le titre Impact Title. Et je le rappelle, le gagnant de ce match rencontrera Sami Callihan pour le titre Impact lors de Slammiversary le 17 juillet en public, pour le retour du public du côté de chez Impact. Donc voilà, en plus ça sera un samedi soir encore une fois. Donc ça c'est cool. Donc le match avait lieu au Daily Place, donc l'endroit où tous les shows à l'élite ont lieu pour le moment. On sait qu'eux vont revenir également en tournée un peu partout dans les États-Unis à partir de juillet. Et donc le show avait lieu au Daily Place. Je pense qu'ils l'ont enregistré après l'enregistrement du dernier All Elite Dynamite. Voilà,
ça faisait un peu vide parce que maintenant on est rehabitué à revoir un Daily Place blindé voilà, depuis Double or Nothing. Et donc ça faisait un peu vide, c'est clair. Ils avaient gardé bien sûr l'entrée habituelle, donc comme s'il y avait du public en facecam, sauf que là il n'y en avait pas. Et du coup ça faisait le ring plus un fond noir, c'était très sombre tout ça. Je pense que pour le mieux, ils auraient dû mettre des cordes rouges. Pour vraiment, vraiment donner une différence entre le fond et les cordes. Là, c'était le même ring que All Elite, ce qui peut paraître logique. Point de vue, voilà, comme ça fait gagner du temps et tout ça. Ça me pose pas de soucis. Mais franchement, je pense qu'ils auraient mieux fait de mettre des cordes rouges, histoire de dire, bon... voilà, ça change avec le fond quoi. Ça c'est purement que esthétique, mais du coup on a vraiment une sensation de vide dans ce combat là, et qui franchement, malgré le fait qu'il y a un peu de monde autour du ring, voilà, toujours bien entendu il n'y a pas de vrai public, c'est du public worké on va dire, mais bon ça fait le taf hein, ça permet de te mettre un peu dans l'ambiance, ils chantent et tout, ça c'est cool. Mais voilà, malgré le public et tout, ça fait vite quand même, et limite ça fait même plus vite que quand ils sont dans la salle de Impact, je trouve. J'ai vu Papy Catch en parler de ça sur Twitter, et je suis vraiment d'accord avec lui. Il y a une sensation de vide dans ce combat qui est vraiment dommage, parce que l'idée de le faire au Daily Place, moi quand j'ai vu ça, je suis c'est cool, c'est bien, ça va permettre de changer et tout ça pour Impact. Et puis moi je trouvais ça bien quoi. Et bon, voilà, c'était un peu dommage. C'était commenté par Scott D'Amore, Tony Schiavone et puis Don Callis. Bon, c'est bien. C'est pas Mauro Ranallo, mais c'est bien. En vrai, moi j'aime bien Tony Schiavone. Scott D'Amore dit pas grand chose d'intéressant. Don Callis il joue son rôle, donc voilà. Bon, le match. Alors, si je vous dis que c'est un bon match, est-ce que ça vous surprend? Non, parce qu'il y a du Kenny Omega et il y a Moose, et les deux font rarement des matchs pourris, pour être honnête. Le match en lui-même, c'est bien. On va dire, c'est habituel de ce qu'on a l'habitude de voir de Kenny Omega, mais c'est pas parce que c'est habituel que c'est moyen. Je veux dire, un match habituel de Kenny Omega, c'est déjà pour moi un 3,75, tu vois. Et c'est ce que je mets dans ce match-là. Voilà, c'est un match assez 50-50 où il protège énormément quand même Moose, parce que dès qu'il y a des attaques de Kenny Omega, il prend un moment une hit, mais... Voilà, il y a quand même beaucoup de retours de Moose. Il protège Moose dans le sens... Moose, c'est quand même un catcheur différent de Rich Swann. Au Rich Swann, c'était vraiment fait casser la gueule. Là, c'est quand même très 50-50. Hein. Kenny Omega ne domine pas de la tête aux pieds Moose, clairement. Voilà, il y a un moment, il y a un spot que j'ai vraiment adoré. Il y a un You Can Escape d'Omega où il prend son adversaire sur ses épaules et il dit You Can Escape. Et puis il fait la roulade. Puis il va pour le coin et il fait un moonsault. Et là il fait la roulade, il va sur le coin, là il y a un saut carpé de Moose, donc du coup il fait le moonsault dans le vide, et derrière Moose enchaîne lui aussi avec un moonsault. C'était vraiment cool. J'aime beaucoup Moose parce que c'est un peu comme Black Taurus, c'est un catcheur qui est grand, physique, c'est un vrai athlète, mais par contre il est capable de faire des spots assez impressionnants au point de vue voltige. Donc moi ça personnellement j'aime beaucoup. Donc voilà, il y a donc après toute la phase de hit de Kenny Omega. Elle arrive, la phase de hit, c'est un moment, tu as un spot à l'extérieur, il y a Moose qui envoie Kenny Omega dans les barrières, il veut pour faire une espèce de splash dessus, puis il saute, et en fait il va dans les chaises qui sont derrière. Bon, c'était pas spécialement bien fait, mais ça passe en vrai, c'est pas très gênant. Derrière il y a la hit, et quand comment dire, Moose revient, en fait c'est il y a un big boot. Malgré un big boot, Omega arrive à reprendre avec un armbar, donc voilà, il reprend, donc faux retour, etc. Il y a Moose qui contre un moment, je sais plus quelle prise, avec un powerbomb, sit down powerbomb du coin. Il y avait Omega qui était assis sur le coin, et Moose prend son adversaire et l'aplatit pour le faire le powerbomb. C'était plutôt cool. Et derrière il y a un retour de Kenny Omega, Snapdragon, V-Trigger d'Omega, Nearfall, échange de coups, à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi. Nearfall de Moose à nouveau. C'est bien construit sur la fin de combat, sur la deuxième partie. Vraiment c'est plutôt bien rythmé.
V-Trigger sur l'épaule, on voit Moose qui se tient l'épaule, donc Omega intelligemment s'attaque à l'épaule de son adversaire. Il va pour essayer de porter un One Wedged Angel. C'est contré avec une grosse lariat de Moose, hein, vraiment Steve ou Kenny Omega fait deux tours en l'air, là c'est plutôt pas mal. Et là on voit un médecin qui arrive, parce qu'on voit que Moose se tient l'épaule et tout ça. Je sais pas si c'était worké, je pense que oui. On voit un médecin qui arrive et qui check un peu Moose, et Moose lui dit non, dégage de là, j'ai pas, ça va, j'ai pas besoin d'être soigné, etc. Derrière, Omega en profite pour faire un V-Trigger. Là il y a un contre à nouveau de Moose et ils partent un moment sur un Spanish Fly. Voilà, ça s'enchaîne beaucoup de spots sur la fin de combat. Bien entendu, Ref Bump. Bah mince, je suis surpris. Mais non, je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Aucune surprise. Aucune surprise. C'est le problème de ce match-là. Il n'y a pas de surprise en fait. Il n'y a pas de surprise. C'est un bon match. C'est un bon match. Franchement, si t'enlèves le côté un peu vidasse de l'arène, etc. Le noir sur noir, etc. Je parle bien entendu du ring et du fond. Hein, pas de blague à la con. Je précise. Franchement, si t'enlèves ça... C'est un bon match, mais pas surpris quoi, pas surpris, aucune surprise. Ref Bump, et bien entendu qu'est-ce qui se passe? Bah, les Young Bucks qui intervient. Ah merde alors. Et donc bah, les Young Bucks qui arrivent, qui interviennent, qui font plusieurs super kicks, BT Trigger, et après One Withered Angel de Kenny Omega pour la victoire. Bah, j'ai envie de vous dire, c'est normal. C'est normal parce que Omega n'allait pas perdre le titre dans un show comme All Against Odds. On le savait tous et je l'avais dit moi dans la review. Je crois que c'était avec Handsome ou peut-être avec celle avec Papy. Clairement, pour moi, le match, il aurait pas dû être à All Against Odds. Alors, ils ont essayé de te faire croire que peut-être parce que comme c'était au Daily Place, peut-être que allait se passer un truc autre. Mais j'y croyais pas une seconde. Aucune surprise. Par contre... c'est plutôt bien exécuté, des fois t'as des petits manques de communication, etc. Mais c'est pas très gênant, c'est peut-être l'une des premières fois que les deux catcheurs travaillent ensemble. Mais en vrai, franchement, c'était plutôt bien, hein. C'était un bon match, un bon main event, ça sa place totale de main event. Voilà, c'est bullshit finish. Bullshit finish, mais c'est l'objectif, c'est de protéger de Moose, parce que voilà, Moose c'est quand même un catcheur important du côté de chez Impact, et on en avait parlé également avec Papy, mais il y a aussi... son délire de contrat, on sait pas trop où il en est encore. Peut-être qu'il va se barrer, peut-être qu'il a dit ok, je perds, je me barre, mais par contre je veux perdre clean parce que je veux pas perdre clean parce que je veux pas paraître faible derrière, ou peut-être que ils ont encore des plans avec lui et du coup ils le protègent pour ça aussi, hein. Donc voilà, donc on verra bien après. Mais voilà, l'objectif c'était ça, c'était de garder Moose fort et de garder Omega champion et de les faire passer l'élite pour des gros connards et de voilà. Et de continuer l'histoire, parce qu'on sent que le point de chute, si c'est pas l'anniversary, ça sera Bound for Glory quoi, ce sera un des deux. Mais en tout cas je pense que c'est l'anniversary contre Sami Callihan, ça peut sentir un changement de titre en vrai. Tout dépend de comment ils le construisent, mais déjà j'aime bien ce qui s'est passé derrière. Donc voilà, mais le match en lui-même, j'ai mis 3,75 sur 5. Franchement, c'était bien cool. C'était un bon match, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Un bon match. Ça aurait pu être mieux, je pense, avec du vrai public, etc. Dans une arène comme, enfin mieux, plus jolie, on va dire. Mais bon, en vrai, voilà, 3,75. J'ai dit, ouais, c'était deux bons main events, franchement, pour finir. Donc à la fin du combat, on a la lumière qui se coupe et là, le truc de pirate, là, de hacker de Sami Callihan. Et là, intervention de Sami Callihan, donc vraiment trop cool. L'affiche Sami Callihan Omega, ça me plaît. Franchement, ça me plaît, ça a de la gueule, c'est bien cool. Ça m'intéresse, c'est vraiment hot. Et là, donc, on a, comment dire, donc Sami Callihan qui arrive avec sa batte de baseball, commence à casser la gueule aux Young Bucks. Il va pour casser la gueule à Kenny Omega, etc. Et là, Callihan arrive, et pas Callihan, Callis, Don Callis arrive, il dit qu'il est executive of producer de Impact, etc. Et qu'il a dit non, tu touches pas à ma famille, machin et tout. Et là, Callihan va pour mettre un coup de chaise ou je sais plus quoi à Omega, et lui dit non, tu es viré. Et il lui dit you're fired. Et donc, du coup, là, on arrive, donc.
Don Callis dit que Callan est viré. Scott D'Amore, qui est lui le vrai président, je crois, de Inkefab ou en vrai, je sais pas, de Impact, arrive, il dit mais qu'est-ce que t'as fait Don Callis, machin, les deux parts, fin du show, et puis Callan dit c'est bullshit. Donc voilà, donc le show se termine là-dessus, donc en vrai c'est assez intriguant. Don Callis qui dit que Callan est viré, ça sent comme ça la porte de sortie de Don Callis parce qu'on sait qu'il est plus vraiment chez Impact. Donc en vrai, c'est intelligent, je trouve, la fin de show. Ça m'intrigue, je vais continuer à suivre bien sûr Impact, les pay-per-view comme ça. Moi je trouve que c'est plutôt intriguant. La fiche Callan Omega m'intéresse. Donc voilà, c'était un show qui était, comme je m'en doutais, un show exceptionnel, mais pas non plus un pay-per-view quoi. J'ai mis 3,25 en casquette sur le show complet. Voilà, ça passe. En vrai, ça passe. Ça passe. C'est pas nul. Tu passes du bon temps, ça dure 3 heures. Mais c'est pas, il n'y a rien d'incroyable. Il n'y a aucun match que je peux conseiller, franchement, en vrai. Peut-être le match féminin, mais on a vu bien mieux ailleurs, tu vois. Mais ça reste des matchs solides. Donc voilà, pour ma review de Impact Wrestling All Against Holds. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à laisser des likes, hein, voilà, les pouces en l'air, tout ça, des commentaires et surtout un maximum de partage. C'était Cody McLeod des Rebuts du Catch. Merci à vous. J'espère que ce genre de format review vous plaît. Si c'est le cas, dites-le moi. Peut-être que j'en ferai un peu plus parce que c'est bien le format podcast, mais souvent ça dure. Et je sais que c'est pas évident pour tout le monde de suivre. Donc en tout cas, merci à vous tous. Je vous fais des bisous. Comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.